syndicats des soignants pour aborder avec nous le sujet des violences conjugales. Aujourd'hui, on sait qu'une femme sur 10 est victime de violences de la part de son partenaire ou de son ancien partenaire. Ces chiffres sont massifs dans notre société et ils nous touchent tant dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle. Ces chiffres sont importants, pourtant le dépistage en consultation reste minime. Votre présence ici ce soir montre l'envie de se saisir de ce sujet. Mais aujourd'hui, les freins sont nombreux. Le manque de formation des professionnels, l'isolement au cabinet, la peur de mal faire, de ne pas savoir répondre et un réseau trop souvent mal identifié. Avec la CPTS du Trégor qui rassemble plus de 300 professionnels de santé, des sages-femmes, des pharmaciens, des kinés, des infirmiers, des psychologues, etc., nous avons inscrit la question des violences faites aux femmes au sein de notre projet de santé. Nous voulions participer aux initiatives locales avec les acteurs du territoire et organiser des actions destinées aux professionnels. De par notre place, nous, soignants, avons un rôle spécifique dans le repérage et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Nous nous inscrivons donc dans les recommandations de l'HAS et nous allons ensemble visionner leur courte vidéo de présentation. 3 à 4 femmes sur 10 présentes dans nos consultations seraient victimes de violences conjugales. Nous, professionnels de santé, sommes leur tout premier interlocuteur. Pour nous aider, l'HAS a élaboré des recommandations. Comment deviner qu'une femme est victime de violence? Si vous ne lui posez pas la question, vous ne le saurez jamais. Il faut donc aborder systématiquement le sujet avec elle, mais avec vos propres mots. Par exemple, comment ça se passe à la maison? Ou est-ce que vous avez déjà vécu des choses difficiles? Bien sûr, il faut être particulièrement vigilant en cas de vulnérabilité. Je pense notamment aux femmes enceintes et aux femmes porteuses de handicap. Il est important d'évaluer le danger que court cette femme, savoir s'il y a des armes à la maison, s'il y a des enfants qui pourraient être co-victimes. Et il nous faut aussi constituer un dossier médical complet et exploitable, sans oublier les certificats médicaux descriptifs que la femme souhaite porter plainte ou non. Vous devez aussi vous être constitué un réseau afin de pouvoir donner aux patientes les contacts des associations d'aide aux victimes, de la police, de la justice. Notre mission est d'accompagner les victimes. Mais n'oublions pas, elles ne peuvent le faire qu'à leur propre rythme. Nous voulions aller plus loin. En 2020, nous avons formé une dizaine de professionnels à l'EMDR. Cette technique, destinée à l'accompagnement des traumatismes et du stress post-traumatique, peut être adaptée aux femmes victimes de violences. Nous avons organisé une seconde formation sur le repérage de violences, ayant réuni une trentaine de professionnels, pour moitié des soignants, médecins, dentistes, infirmiers, psychologues, psychiatres et des travailleurs sociaux locaux. Le but de cette soirée, alliant théorie et pratique, et oui, nous allons tous être mis à contribution, est que chacun sorte avec des outils simples, un aperçu du réseau local et des personnes ressources. Dans un premier temps, Monsieur le procureur de la République, ici présent, reviendra sur les signalements, le secret professionnel, la place des soignants dans les procédures judiciaires et la constitution des preuves. À partir de son expérience de terrain, le docteur Appéré, situé juste à droite de Monsieur le procureur, donc docteur Appéré, médecin urgentiste à l'hôpital de Lannion, viendra compléter ses propos en nous aidant à identifier les signes cliniques et à améliorer les prises en charge en consultation. Viendra ensuite l'intervention du docteur Bouvet, juste ici, chef de médecine légale et pénitentiaire au CHU de Rennes, expert près la Cour d'appel de Rennes sur le volet médico-légal. Puis nous passerons au côté pratique de cette soirée avec un atelier médecin co-animé par le docteur Huette, tout au bout de la table,
et le docteur Bouvet. Cet atelier se situera dans la salle de réunion numéro 2. Les autres soignants resteront dans l'amphithéâtre pour échanger autour de la rédaction du document adéquat. Nous aurons notamment Cécile Pénaud, médiatrice familiale, moi-même Nelly Trochesec, hypnothérapeute, ensuite Loïc Corlouer, infirmier, Elisabeth Deniel, infirmière aussi, et je crois que c'est tout. Et Ève, oui, pardon, oui, Aude aussi, et Aude de la DESAB, et donc Ève Boucher, qui est sage-femme. Et en dernière partie, nous mettrons en lumière les ressources locales pour accompagner les soignants dans leur prise en charge. Donc nous vous remercions pour votre mobilisation et nous remercions également les différents ordres de médecins, sages-femmes, kinésithérapeutes, ainsi que le docteur Lozac qui ont été des relais précieux pour organiser cette soirée. Nous remercions au nom de la CPTS également Aude du DISAV pour son éclairage et les membres du groupe de travail pour leur mobilisation. Nous donnons dès à présent la parole à Monsieur le procureur. Oui, merci beaucoup. Je suis effectivement très honoré de cette intervention. Je suis aussi impressionné du nombre de participants, un amphithéâtre. Moi, j'ai plus été sur les bancs que de ce côté de la table. Donc, nécessairement, ça fait un peu peur. Donc, bonsoir à toutes et tous. Tous mes remerciements pour l'organisation de cette soirée, malgré un contexte difficile, social, évidemment fortement marqué de la pénurie. On est venu en voiture électrique, hein. Et je voulais remercier Madame Milteau pour cette organisation qui est extrêmement, qui semble parfaite. Et évidemment Madame Andrieux aussi, qui est notre chargée de mission en charge de ces contentieux dans notre juridiction. Docteur Bouvet, merci de votre présence. Vous faites le déplacement depuis l'Institut médico-légal de Rennes. Je pense qu'il est assez important de parler de médecine légale ce soir, parce que c'est le fondement de beaucoup de choses. Et je sais que votre emploi du temps est contraint, et nous sommes très honorés, je crois collectivement, de vous recevoir dans la partie ouest du département des Côtes d'Armor. Petite particularité, vous savez que le procureur de la République est compétent dans le département, mais pas sur Dinan. Dinan, c'est la compétence de Saint-Malo. Donc je n'ai pas cette compétence, mais j'aimerais un petit peu parler ce soir et principalement, avant toute chose, du traitement, faire une sorte d'état des lieux du traitement, de la prise en charge du phénomène des violences conjugales qui nous mobilise énormément. Vous parliez de terrain. Le terrain, j'y suis tous les jours avec mes collègues, et c'est évidemment fortement marqué par ces affaires de vif, violences intrafamiliales, qui nous mobilisent énormément et de plus en plus, jusqu'à un point qui devient assez préoccupant, parce qu'on a quand même aussi un problème capacitaire. Mais je sais que quand je parle devant des médecins, devant des professionnels de santé, je pense que, d'ailleurs je dis souvent que la justice et l'hôpital partagent quand même pas mal de problématiques, tant dans les populations rencontrées, dans leur souffrance, dans leur détresse, mais aussi dans l'importance du travail à faire en urgence, et notamment pour répondre à des attentes qui sont parfois un peu irrationnelles pour satisfaire tout le monde. J'ai l'impression qu'on partage quand même vraiment beaucoup de choses. Vous concourez toutes et tous à l'œuvre de justice, à la manifestation de la vérité. Ça, c'est quelque chose d'important, puisque les constatations que vous pourrez faire, la détermination éventuelle d'une incapacité totale de travail, ça aura une importance énorme sur la vie des gens, sur la suite du procès pénal, mais déjà sur l'orientation d'une affaire, puisque vous savez que pour poursuivre quelqu'un devant un tribunal, devant une cour d'assises, il faut avoir des preuves, notamment lorsqu'on a des faits qui sont souvent contestés, qui sont niés, qui peuvent être minimisés. C'est vrai que l'importance d'avoir des éléments objectifs établis, notamment des éléments médicaux, ce sont des éléments qui sont de plus en plus importants et qui sont extrêmement regardés par le juge. Ces soirées devant les médecins, ça ne devient pas une habitude, mais un petit peu, parce que je l'ai déjà fait. J'étais procureur de la République avant à Épinal, donc je savais que c'était toujours le soir, donc on s'y habitue. On est intervenu avec le docteur, là c'était en journée à l'hôpital, mi-novembre, à l'hôpital de Saint-Brieuc, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir ainsi faire dialoguer médecine et justice, et je me tiens surtout à votre disposition si vous avez des interrogations
tant sur le travail du procureur, de la justice, de la juridiction, que évidemment sur les procédures et ce qu'on met en œuvre. Évidemment, le Grenelle des violences conjugales a considérablement accéléré, a joué un rôle d'accélérateur évident à plusieurs points de vue, des évolutions législatives extrêmement importantes, réglementaires, qui se sont trouvées déclinées politiquement de façon extrêmement volontariste. On a développé énormément de choses, des partenariats, on a recruté, c'est l'exemple de Madame Andrieux, c'est un bon exemple. Avant, effectivement, on n'avait personne dans la juridiction, si ce n'est les magistrats et les greffiers. Maintenant, on a quand même cet apport qui est extrêmement important de contractuels professionnels, formés et extrêmement réactifs au bénéfice effectivement de ces politiques qui sont toujours empreintes de fermeté, de réactivité, mais également de pragmatisme pour essayer de trouver toujours la meilleure solution lorsque nous sont dénoncées des violences conjugales. Donc 3 parties dans mon intervention, une première effectivement sur l'état des lieux, une deuxième sur le signalement, le secret professionnel, je sais que c'est des questions qui vous intéressent beaucoup, qui vous préoccupent, et puis une dernière partie sur la constitution de la preuve et l'enjeu de votre intervention. Alors sur le travail au tribunal, c'est une activité qui est en hausse, alors tout le monde en ce moment estime son activité en hausse, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, l'activité, on peut objectivement dire qu'elle a énormément augmenté dans le temps de l'urgence. Vous savez que dans un parquet, il y a un procureur, il y a un vice-procureur, il y a des substituts, c'est une équipe qui ne font qu'un finalement, puisque c'est l'équipe qui doit répondre à un principe de hiérarchie. On tient une permanence et les magistrats du parquet à la permanence vont répondre aux policiers, aux gendarmes qui les appellent toute la journée, qui leur envoient des mails et ils doivent trouver une solution comme ça en quelques secondes, quelques minutes, soit effectivement à la lecture de compte-rendu mail, on en reçoit, ça peut être entre 150 et 200 par jour, donc ça nécessite, alors on passe du vol de vélo à des cas de violence conjugale, donc il faut quand même jongler pas mal de choses, à des coups de fil d'enquêteurs qui nous appellent, qui sont obligés de nous appeler lorsque effectivement ils ont une garde à vue en cours. Les gardes à vue, elles ont énormément progressé en matière de violence conjugale. L'an dernier, on a pris, les policiers et les gendarmes sur le département des Côtes-d'Armor, sur le ressort plus exactement, ont pris plus de 2200 gardes à vue. J'ai déféré au parquet. Déférer, c'est extrêmement important. Quand on défère quelqu'un, c'est quelqu'un qui est amené entre 2 policiers, 2 gendarmes, parfois plus, devant le procureur qui va décider d'une orientation immédiate. Donc ça, c'est quelque chose d'important puisque c'est une réponse que l'on donne immédiatement à un comportement infractionnel ou criminel. Sur 2200 gardes à vue, j'ai déféré plus de 500 personnes, Donc un quart des personnes placées en garde à vue sont conduites par les policiers et les gendarmes devant le procureur de la République. Sur ce quart, c'est-à-dire sur ces 500 personnes, je crois que c'est un tout petit peu plus, il y en a environ 200 qui étaient pour des affaires de violence intrafamiliale. Donc un déferment sur 2, donc les affaires les plus graves, eh bien, ce sont des violences intrafamiliales, environ 40%, un peu plus de 40% des déferments. Et cette année, c'est pareil. Depuis le début de l'année, on a déféré au parquet 120 personnes. Eh bien, 52 étaient auteurs de violences conjugales, d'appels téléphoniques malveillants, de harcèlement, de viol conjugal, enfin d'infractions commises au sein du couple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon sens, ce phénomène, alors c'est un grand débat. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que la parole s'est libérée? J'aurais tendance à dire que c'est un petit peu les deux. Ce qu'on constate, c'est que dans un département comme ici, mais comme d'autres, j'étais dans les Vosges auparavant, beaucoup de ces infractions sont commises sous l'emprise d'addictions importantes, stupéfiants, alcool. J'estime au moins presque à mon sens à 2 tiers des cas, notamment pour les cas les plus graves. Et j'ai l'impression effectivement qu'il n'y a pas forcément une augmentation du phénomène, mais il y a bien une libération de la parole des femmes victimes de violences conjugales, et c'est quelque chose, à mon sens, d'heureux, et c'est à nous effectivement d'y faire face le mieux possible. Ce qu'on fait effectivement lorsqu'on défère une personne devant nous, on a plusieurs possibilités. La clé de voûte de notre décision, c'est évidemment de respecter la volonté de la victime, c'est l'éloignement du conjoint violent, c'est-à-dire d'organiser la décohabitation ou l'éloignement, c'est-à-dire que c'est à l'auteur effectivement de quitter le domicile. Et ça, on peut le faire par plusieurs biais.
Dans les cas les plus graves, on utilise, et la presse en fait largement écho, je découpe les articles au fur et à mesure, je garde les rôles d'audience, on utilise la comparution immédiate, c'est-à-dire pour les cas les plus graves, de violences graves, avec une incapacité totale de travail importante, avec un auteur qui est déjà condamné. Et là, le tribunal entre en voie de condamnation à hauteur de condamnation très lourde. Je n'en ferai pas l'inventaire, hein, mais c'est souvent qu'on a des peines de 18 mois, de 24 mois d'emprisonnement, enfin des peines très lourdes en comparution immédiate. Quand on va à la comparution immédiate, bon, c'est assez violent pour la personne, puisqu'elle arrive au tribunal, elle est jugée quelques heures après, on peut demander un délai, mais c'est effectivement qu'on a la volonté d'un signe très fort, et c'est souvent des gens qui ne reconnaissent pas l'infraction qui leur est reprochée. Il y a un outil qu'on utilise énormément à Saint-Brieuc, aussi dans une optique de désengorgement et d'efficacité, c'est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Donc c'est-à-dire que et sur présentation, sur déferment, c'est-à-dire que lorsque la personne reconnaît avoir commis une infraction ou l'admet, c'est-à-dire dit j'étais tellement sous, mais oui c'est sûrement moi, on utilise cet outil qui est efficace puisqu'on propose une peine, qui est souvent une peine d'emprisonnement ferme, ou assortie d'une partie avec sursis mis à l'épreuve, sursis probatoire, pardon, ça a changé d'appellation, mais ça je vous en parlerai après. Et effectivement, ça permet d'avoir une décision tout de suite. On garde la main, puisque c'est le procureur, c'est un plaidé coupable qui propose la peine, et c'est homologué ou pas, c'est en général dans 99% des cas homologué par le juge, pour avoir cette réponse qui intervient immédiatement. C'est vrai que c'est souvent également des peines extrêmement importantes. Qui dit effectivement reconnaissance des faits, dit pas forcément sortie de l'auteur, hein, puisque dans la majeure partie des cas, ces peines sont assorties d'une incarcération immédiate. Encore la semaine dernière, j'ai vu passer une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des violences intrafamiliales. La semaine avant, une peine de 36 mois, dont une partie avec sursis probatoire. Enfin, des peines très lourdes, mais qui sont acceptées et reconnues. Enfin, les faits sont reconnus et la peine est acceptée par l'auteur. Autre cas, la volonté, ça je vous parle du haut du spectre, hein, des affaires les plus graves. On peut aussi convoquer la personne à une date un peu plus lointaine, la placer sous contrôle judiciaire en lui interdisant effectivement d'entrer en contact avec la victime, de se présenter à son domicile, de se soigner, de travailler. Donc ça c'est un outil qui est également utilisé, bien évidemment. Et dans des cas moins graves, on défère quand même la personne, c'est-à-dire qu'elle vient au tribunal, donc c'est assez impressionnant, mais ce sera uniquement une mesure alternative qui est mise en œuvre par une association, l'ADAGE, l'Association départementale d'alternatives judiciaires, qui va effectivement tout de suite proposer, en cas d'une composition pénale, un stage, qui est un stage payant, ça coûte 250 €, une décohabitation, l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, des soins, donc des mesures plus douces, alors c'est plus exceptionnel, on a fait une quinzaine, on a développé ça en mars-avril l'an dernier, là on a déjà fait 5 ou 6 cette année, donc c'est plus, l'idée c'est d'avoir une boîte à outils quand même importante et d'utiliser tous les outils en fonction de la gravité des faits qui sont reprochés, avec souvent quand même la nécessité, malheureusement pour des auteurs récidivistes ou réitérants, d'assortir les décisions d'emprisonnement ferme. Dans les cas complexes, je pense notamment au viol conjugal, parce que c'est également une qualification qui existe, c'est l'ouverture d'informations judiciaires, parce qu'on est obligé, c'est une qualification criminelle qui impose de saisir un juge d'instruction. Ça a été le cas à 7 reprises au cours de l'année 2022, donc je crois que sur les 7 dossiers, c'était très essentiellement des viols sur conjoint. S'agissant des féminicides, vous avez dû voir malheureusement ce terrible drame. Les corps ont été dirigés vers l'Institut médico-légal de Rennes le 22 janvier, où effectivement un homme, j'ai largement communiqué sur ce dossier, mais a tué sa femme, sa fille, et a tenté de tuer également sa belle-mère pour retourner l'arme contre lui quelques instants après et se donner la mort. Donc des féminicides, il y en a eu effectivement aussi un au cours de l'été 2022, avec là aussi l'auteur qui a retourné l'arme contre lui. Sur la phase après, il y a aussi des gens qu'on ne défère pas, on ne fait pas venir tout le monde au tribunal à l'issue de la garde à vue, des gens qui sont jugés dans un temps plus long, c'est-à-dire qu'on leur donne une convocation. Cependant, si on fait ça, effectivement, on n'a pas de mesure de sûreté, on ne peut pas s'assurer que l'auteur ne rentre pas en contact avec la victime. Donc, soit on le convoque devant le tribunal, soit on le convoque en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais à plusieurs. Alors,
des délais qui sont parfois un peu trop longs, hein. Là en ce moment on convoque en septembre-octobre, et c'est toujours un risque qu'on prend parce qu'effectivement on va très rapidement rechercher les responsabilités en cas de féminicide. C'est toujours notre crainte que d'avoir une condamnation, une personne qui est convoquée mais sans mesure de sûreté. Pire encore, une personne qui a déposé plainte dont la plainte n'a pas encore été traitée ou a été classée sans suite. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une crainte quand même et une peur, hein, on peut le dire, hein, de mal faire. Donc toujours avec, sachant que le risque zéro évidemment n'existe pas. Il y a un chiffre que je cite toujours assez volontiers, c'est que à l'heure où effectivement on fait un procès qui est à mon sens complètement faux à la justice d'être trop laxiste. Alors c'est toujours pareil, la justice c'est trop, les auteurs trouvent qu'elle est trop sévère, les victimes trop laxistes, l'opinion publique, ben, ça dépend un petit peu de tas de choses. C'est quand, ce chiffre est intéressant, c'est qu'en 2017, le tribunal de Saint-Brieuc, qui est déjà une grosse juridiction, qui n'est quand même pas non plus la plus grosse juridiction de France, prononçait 45 années d'emprisonnement en 2017 pour des violences intrafamiliales ou conjugales. Il en prononçait 80 ans de prison prononcés en 2021. Vous voyez, en 4 ans, on a doublé la durée d'emprisonnement prononcée pour des affaires de violences intrafamiliales. La grande préoccupation des magistrats, de l'autorité judiciaire, c'est la protection de la victime, vous l'aurez compris. Donc tout d'abord, c'est de favoriser le recueil de la parole, donc l'information de la victime. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, hein, pour voir comment vous, professionnels de santé, vous pouvez encourager cette parole, parce que vous êtes souvent les premiers témoins de violences. Vous êtes aussi le témoin, malheureusement, des violences les plus graves, parce que ça suppose que la personne, si elle vient vous voir, c'est qu'elle est blessée. Donc cette parole, il faut essayer de la libérer le plus possible et faire preuve du maximum d'être le plus proactif possible. On a signé avec, alors je ne sais pas s'il y a des médecins des hôpitaux du GHT Côte-d'Armor, on a signé un protocole en février 2022 qu'on est allé un peu expliciter avec le docteur Bouvet au mois de novembre, qui a pour objectif évidemment de respecter les rythmes de la victime et de privilégier le déplacement des forces de sécurité intérieure au sein de l'hôpital pour prendre la plainte. Autre dispositif qu'on a mis en place, toujours dans la protection des victimes, c'est d'éviter les sorties sèches. Alors, lorsque les détenus sortent de la prison, il faut savoir un gros tiers des détenus de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, ce sont des personnes qui ont été condamnées pour des violences intrafamiliales. Et bien, lorsqu'ils sortent, effectivement, il y a tout un travail qui est accompli, notamment par Madame Andrieux, par le milieu associatif, pour évaluer la situation de la personne et voir s'il a besoin d'un dispositif de protection, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ce sont ainsi plus de 60 personnes, 65 personnes je crois, qui ont été contactées entre mars et octobre 2022. Donc vous voyez, sur une petite tranche de l'année, on contacte beaucoup de personnes pour voir effectivement quelle est leur situation, et ça a un côté quand même assez rassurant. Je vous disais tout à l'heure, effectivement, lorsque il y a une éviction du conjoint violent, celui-ci est inscrit au fichier des personnes recherchées, donc les policiers le savent. Et c'est un outil donc, qui est efficace et qui est contrôlé, sachant qu'on a des personnes qui partent en prison aussi parce qu'ils n'ont pas respecté ce contrôle judiciaire, cette mesure d'éloignement. On a des gens aussi qui reviennent à l'audience bras dessus, on leur explique, ben non, c'est une décision qui s'impose tant effectivement à la victime qu'à l'auteur, avec ce risque important qui n'est pas théorique effectivement, d'une révocation de ce sursis probatoire ou de ce contrôle judiciaire. Il y a aussi des outils civils, notamment mis en œuvre par le juge des affaires familiales. Je pense à l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, il n'y a rien de pénal là-dedans, mais effectivement, c'est une décision qui est rendue par le juge des affaires familiales pour effectivement protéger le conjoint qui s'estimerait risquer des violences de la part de son ex-conjoint, de celui avec lequel il divorce. Les outils de protection, je les ai amenés parce que c'est toujours intéressant, je trouve. Il y en a 3 dont je voudrais parler rapidement. Alors le BAR, l'acronyme est quand même moyennement bien trouvé, mais c'est comme ça. C'est le bracelet anti-rapprochement. Donc c'est ça. Donc le bracelet anti-rapprochement, alors j'allume pas parce que la dernière fois je l'ai allumé, j'ai déclenché, ça fait tout un truc. Donc je n'ose à peine plus y toucher. Un dispositif sur la victime qui peut effectivement voir si le conjoint violent, ex-conjoint, se rapproche d'elle,
on définit un périmètre de protection, d'alerte et de pré-alerte, la victime est informée, et d'alerte, après elle est vraiment informée, et ça appelle un téléopérateur avec une intervention des forces de l'ordre. C'est un dispositif qui est un peu contraignant, qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. On en a fait, je crois qu'il y en a 13, il y en a un peu plus d'une dizaine qui sont actuellement en cours, puisque ça sonne tout le temps. Ça sonne tout le temps pour des gens qui travaillent à 2 km, 3 km l'un de l'autre. Il y en a un qui va faire les courses, qui se rapproche. Souvent, c'est les victimes qui n'en veulent plus, puisque c'est très efficace, mais c'est extrêmement contraignant. Nous, ça nous alerte. C'est normal, c'est notre travail, ça alerte les services de police. Donc c'est un dispositif à utiliser avec parcimonie et que sur décision d'un juge, c'est-à-dire du tribunal ou du juge des libertés et des détentions. Plus souple, peut-être, c'est le téléphone grave danger, où effectivement la victime, c'est un téléphone comme ça, classique, où la victime peut donner l'alerte. Ça appelle effectivement un téléopérateur, elle a ce téléphone 6 mois, c'est à discrétion du procureur, et effectivement, j'en ai 23, je crois, j'ai 23 téléphones grave danger, qui ont bénéficié à 30 personnes quand même l'an dernier, effectivement sous la responsabilité de Madame Andrieux. C'est un dispositif qui est assez plébiscité, en ce sens que les critères d'attribution ont été élargis, et en ce sens aussi que la victime en est actrice, quoi. Elle peut déclencher, pas déclencher, c'est elle qui choisit, parce que le bracelet anti-rapprochement, pardon, c'est automatique. Puis il y a un autre petit dispositif qui s'appelle le dispositif Mon Shérif. C'est un peu comme un Mon Shérif. Alors, c'est un petit dispositif qu'on met comme ça. On a 5 numéros qui sont pré-renseignés. La victime peut appeler. On en a 4, je crois. Et effectivement, ça appelle un contact pour effectivement l'alerter d'une situation de danger. Donc ces dispositifs, ils sont quand même efficaces, ils sont plébiscités, revendiqués. On en a. Parce que sachant que dès qu'on attribue un bracelet anti-rapprochement, on nous en donne un autre. Et ainsi de suite, donc il n'y a pas de difficulté de moyens sur ces questions, sachant effectivement que je suis allé du plus contraignant au moins contraignant. Ce que je voulais aussi dire sur les violences intrafamiliales, c'est qu'effectivement à chaque fois c'est vraiment de la dentelle, c'est qu'on essaye de trouver la peine la plus adaptée. C'est vrai que parfois l'éloignement, comme je le disais, malheureusement, ou pas, je ne sais pas, passe quand même parfois par l'incarcération de l'auteur. Ça passe aussi par le sursis probatoire, qui est une mesure qui va souvent prendre le relais pour éviter ce que j'appelais la sortie sèche. C'est-à-dire que la personne est condamnée, mettons, n'importe quoi, à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis probatoire. Donc il y aura 6 mois d'emprisonnement ferme. Et les 12 autres mois, effectivement, ils seront au-dessus de sa tête pendant une certaine durée et il devra effectivement s'acquitter d'un certain nombre d'obligations ou d'interdictions, interdiction d'entrer en contact avec la victime, interdiction d'aller à son domicile, obligation de travailler, d'indemniser, interdiction de fréquenter les débits de boissons. Alors, une certaine palette quand même de choses qu'on peut mettre pour mettre à l'épreuve vraiment la personne condamnée. C'est un outil qui est extrêmement efficace et très très suivi par nos 2 juges de l'application des peines, et évidemment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Voilà, je coupe un peu dans les virages, mais voilà un peu la palette d'instruments et notre quotidien, parce que c'est vraiment notre quotidien que de juger des affaires de violence intrafamiliale. Après, sur le circuit des signalements, il y a plusieurs documents qu'on a remis tout à l'heure, qui pourront effectivement qu'on vous a envoyé par mail, qui pourront vous être remis en tant que de besoin. Je voulais parler du circuit du signalement et vous éclairer un petit peu, si vous en avez besoin, sur le secret professionnel. Alors il y a un vade-mecum sur le secret médical et les violences conjugales qu'on pourra vous distribuer, qui a été mis à disposition de Mme Milteau, qui est à jour, des dernières évolutions législatives. Quand j'intervenais, je vous disais, dans les Vosges, sur effectivement les violences intrafamiliales il y a déjà quelques années, les médecins étaient très inquiets puisque le texte n'avait pas évolué, et la grande question, c'était de savoir quid de la dénonciation de fait lorsque effectivement la victime ne le souhaite pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on viole parce que vous êtes pris entre deux feux professionnels de santé, entre l'obligation de dénoncer et entre le contact avec le patient.
Alors l'obligation de dénoncer puisque vous risquez effectivement d'être face à une assistance à personne en danger, et de l'autre côté le secret professionnel, donc je sais bien qu'il y a cette crainte qui est extrêmement importante. Il y a un article très important du code de procédure, du code pénal, pardon, l'article 226-14, qui prévoit plusieurs hypothèses. Alors c'est très facile, hein, Légifrance, article 226-14 code pénal, avec plusieurs possibilités. Déjà, plusieurs possibilités pour s'exonérer, ou en tout cas ne pas tomber dans la violation du secret professionnel prévue à l'article 226-13. Première hypothèse, sans accord de la victime, le professionnel de santé doit dénoncer à une autorité administrative ou judiciaire les personnes mineures ou vulnérables du fait de leur âge ou d'une incapacité physique ou psychique qui seraient en danger. Donc ça c'est la première chose. Là effectivement vous n'avez pas besoin d'avoir l'accord de la victime. Deuxième hypothèse, avec accord préalable de la victime, vous pouvez effectivement dénoncer des situations de sévices ou de privation physique ou psychique faisant présumer la commission de violences physiques. Mais ce qui était assez vide législatif, c'était la situation effectivement où vous étiez face à des violences conjugales, avec un phénomène qui commençait à s'amplifier dans les années 19-20, avec la difficulté de savoir que faire effectivement lorsque vous êtes face à une victime de violence conjugale, défigurée, gravement blessée, et qu'elle ne veut pas effectivement que son mari soit au courant. Alors l'article 226-14, troisièmement, prévoit cette hypothèse pour la victime de violence conjugale, le couple s'entend au sens large, hein, actuel ou ancien conjoint, concubin, ça c'est important, dans une situation de danger immédiat. Donc danger immédiat, il y a plusieurs critères d'appréciation du danger, la multiplicité de la violence, l'augmentation de la fréquence de ces violences, le projet de séparation, une victime avec des enfants, la crainte révélée de nouvelles violences, du chantage, des enfants petits, de l'incitation au suicide. Enfin, vous avez plusieurs critères qui vous permettent d'évaluer le danger, et d'une personne que vous estimez sous emprise, c'est-à-dire sous la contrainte morale de son auteur qui l'empêche de se soigner. Donc le professionnel de santé, dans ces cas-là, peut effectivement dénoncer sans l'accord, ou même si la victime s'y oppose, bien qu'il ait l'obligation, qu'ils doivent s'efforcer d'obtenir son accord. C'est vrai que vous ne risquez rien, à mon sens, à dénoncer dans ce type de situation.